Et on va tout de suite passer à la présentation introductive qui vise à vous dresser un panorama des recherches et que Christophe Desraillaux va vous donner. Professeur Mines Saint-Étienne. Ça s'anime. Ça marche. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc je suis Christophe Desraillaux, donc enseignant-chercheur à Mines Saint-Étienne. Voilà, donc j'ai la charge, donc avec Christian Persson, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent pour des raisons pratiques, de présenter un panorama de pas toutes les recherches, on ne peut pas tout citer, mais d'une synthèse un petit peu de ce qui est réalisé en termes d'études sur les procédés en général. J'en dirai quelques mots. La thématique phare initialement, qui est devenue maintenant une communauté scientifique, donc voilà, le pas est passé, concernait, alors de manière un petit peu limitative, uniquement la fabrication additive, qui est très importante, qui est toujours dans la communauté scientifique dont je vais vous parler, mais on a élargi un petit peu aux procédés en général, notamment au génie des procédés, voilà, de manière à intégrer l'ensemble des activités qui pourraient être présentées dans ce domaine. Du coup, voilà, donc je vais... Alors, ça passe comme ça. Voilà, donc je vais présenter un petit peu une synthèse, voilà, de ce qui se fait au niveau des écoles de l'IMT, donc membres et associés, avec une petite introduction. Derrière, on a essayé de classer un petit peu les activités qu'on avait sur les procédés, donc en trois grands groupes, une partie un petit peu générale sur l'optimisation multicritère, qu'on fait un petit peu tous quand on étudie les procédés en général de toute nature. J'en donnerai quelques exemples. Après, ce qui nous intéresse assez souvent, c'est le contrôle du procédé et la manière dont on peut le maîtriser. Et dans le contrôle, il y a toute la partie un petit peu pratique, avec une boucle que j'essaierai un petit peu de décrire. Et dans le contrôle, il y a la notion de connaissance de fonctionnement du procédé qui se cache derrière un modèle. Et ce modèle, il peut être soit très simple et capable de réagir en temps réel, soit, le cas échéant, très structuré et permettant, le cas échéant, par des méthodes d'apprentissage, de stabiliser un process, mais avec des temps caractéristiques qui sont, bien sûr, dans les deux cas de figure, très différents, vous vous en doutez. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans le contexte de ce qu'on appelle la transformation industrielle, qui est un ensemble en fait de trois communautés scientifiques, voilà, qui réunissent les procédés avancés, numérisation des procédés, matériaux de performance et écomatériaux, qui a eu un colloque aussi, je crois, il y a un an environ, sur un sujet qui est assez connexe. Donc, on va essayer de distinguer un petit peu les choses, même si bien sûr dans les procédés il y a des matériaux. Voilà, les communautés sont juxtaposées, bien entendu, travaillent ensemble, et j'essaierai un petit peu plutôt d'éclairer sur les procédés et de voir dans quelle mesure ça a eu il y a des relations et des réunions avec ces aspects-là. Puis bien sûr, système de production sur la partie un petit peu plus du génie industriel, de l'organisation et de la performance en général des procédés des entreprises. Donc on a une liste un petit peu, alors pas à l'après-vert, parce qu'on a discuté sur la manière de voir comment on définissait l'ensemble de ces trois communautés scientifiques, de la mécanique, de la chimie des matériaux, des procédés, de la modélisation, des aspects mathématiques et puis des aspects environnementaux et puis aussi des aspects de gestion, d'économie et des finances. Donc on voit que, outre ces trois communautés scientifiques, on va aller aussi sur les activités un petit peu de data IA, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, et puis aussi des aspects de ressources, d'environnement, d'énergie. Donc c'est ENR2, la communauté scientifique qui va regarder un petit peu ces aspects-là. Donc c'est un petit peu plus large, mais on va essayer de se présenter dans ce contexte-là pour aujourd'hui. Voilà, donc rapidement, on a des unités, je veux dire, dans l'ensemble des unités des écoles dans l'ensemble de la France, donc en passant donc par le IMT Nord-Europe, IMT Atlantique, donc Mines ParisTech, qui est aussi une école associée, Mines Nancy, pareil, l'INSIC, qui est à cheval sur Albi Carmaux et Mines Nancy, école Sigma Clermont, Mines Saint-Étienne, et puis derrière IMT Albi, IMT Alès, avec différents sites aussi au niveau de Pau, le CMP de Gardanne, qui est un des sites de Mines Saint-Étienne, et puis les laboratoires du CEMEF et Percé au niveau de Mines Paris Tech. Voilà. Donc ça représente un petit peu l'ensemble des chercheurs qui sont impliqués. Et puis le contexte de la présentation, il est effectivement dans la nécessité d'une maîtrise et d'une stabilité des procédés, avec des spécifications qui vont évoluer, et puis des impératifs de développement durable par rapport à la nécessité, voilà, de maîtrise des ressources, mais aussi de mise en place d'économie circulaire, avec la problématique aussi des approvisionnements. Et puis on va venir aussi des crises au niveau énergétique, donc il va falloir
falloir gérer, qu'il va falloir intégrer dans notre manière de voir les procédés. Il y a une dimension numérique aussi qui est importante pour ces procédés, puisqu'on va vouloir faire un suivi, on va vouloir faire un contrôle, un traçage aussi de nos procédés qui est importante, donc un stockage des données pour avoir un suivi des produits qu'on va générer. Et derrière, il y a une gestion et puis une interprétation donc, de données massives. Il y a des analyses à réaliser, des associations finalement de signatures des capteurs qui permettent de mesurer des choses. Et il faut pouvoir les associer avec un mauvais fonctionnement des procédés. Il y a derrière ça des aspects d'apprentissage, et puis on l'a dit précédemment, une partie aussi modélisation multiphysique qui fait partie du contrôle quand c'est possible, quand elle réagit assez vite, ou éventuellement de l'apprentissage qu'on peut faire sur le procédé de manière globale. Voilà. Donc ce qu'on propose de faire, c'est une présentation, donc de manière de voir un petit peu de quoi il en ressort, avec quelques exemples de procédés, aussi de plateformes technologiques, puisque l'IMT héberge beaucoup de plateformes technologiques sur lesquelles on est en mesure de mettre en œuvre donc, des simulateurs à des échelles qui sont peut-être pas industrielles, mais qui sont semi-industrielles et qui permettent de faire des bonnes analogies pour les études qu'on veut faire des procédés. Voilà, donc le premier exemple qui est donné, voilà, c'est une chaîne du solide avec des procédés qui vont permettre de générer des poudres, de générer des matériaux avec, par exemple, des cristallisoires, un tambour tournant, un four tournant à chaud, et ce procédé derrière permet de générer de la poudre qui pourra être éventuellement extrudée, chauffée et puis injectée pour pouvoir faire des produits polymères. Donc voilà un exemple de chaîne donc, qui résulte donc, de travaux de collaboration entre Mines Saint-Étienne et IMT Albi. Et ici, on a affaire à des pilotes instrumentés. Alors ça peut être des procédés en batch, en semi-batch, ou éventuellement du procédé continu. On voit qu'on a toute la nature, on a toutes les natures possibles qu'on peut rencontrer. Et l'intérêt, c'est qu'on a des pilotes qui sont de dimension industrielle, c'est-à-dire qu'on peut travailler et faire des analogies, au sens des chiffres analogues en mécanique des fluides, avec des dimensions, des viscosités et des systèmes qui sont représentatifs de ce qu'on va retrouver dans l'industrie. Voilà. D'un point de vue pratique, ces procédés permettent de fabriquer des médicaments, des poudres métalliques, on l'a évoqué, d'étudier donc les hydrates de méthane, de produire aussi des terres rares ou des oxalates d'uranium qui vont pouvoir servir dans différents domaines, avec différents aspects donc, sur les mécanismes qui vont créer ces réactions en termes de chimie, et puis quelques exemples de modélisation sur lesquels je reviendrai, qui permettent de bien maîtriser finalement l'ensemble de ces procédés avec tous les mécanismes physiques qui sont derrière. Si on donne un exemple maintenant d'une plateforme donc, qui est au niveau d'IMT Atlantique et qui va s'intéresser en fait à la revalorisation des déchets donc, par combustion, on voit apparaître un nouveau domaine d'études sur de la combustion en général. Alors ça rejoint ce qui peut se passer dans les moteurs thermiques, mais ici, on a un besoin finalement dans les études qui sont menées donc de vérifier la robustesse du procédé en fonction de la variabilité des déchets qu'on va vouloir traiter, la limitation des émissions, donc qui est une grande question actuelle, et de quelle manière on peut les contrôler, les fumées, les particules fines et autres, et puis derrière, des études sur le rendement qu'on va pouvoir espérer de ce type de motorisation et ce type de procédé. Si maintenant on donne un exemple, alors un exemple qui peut se rapprocher de ce qu'on trouvait dans l'étude des matériaux, bien qu'il soit un petit peu antérieur au matériau lui-même une fois qu'il a été élaboré, on parle ici donc de procédés de métallurgie en poche, et dans ces procédés de métallurgie en poche, je pense qu'on peut dire qu'on maîtrise la métallurgie, mais il va se passer quand même des choses à une dimension caractéristique qui est très différente de ce qu'on peut imaginer dans un laboratoire. Et là, l'intérêt du génie des procédés, si on peut dire, c'est que connaissant les réactions, les associations entre les particules et les effets de flottation, le génie des procédés va regarder si on est bien certain que l'ensemble va s'homogénéiser donc par le biais de bullage de gaz, et si on va réussir à faire la flottation. Donc il y a un peu plus que la dimension de la réactivité, il y a aussi ce qui se passe dans le réacteur, et s'assurer qu'au final, on va avoir une homogénéité complète. Donc c'est un projet qui avait été mené entre les mines de Nancy, École des mines de Nancy, et puis Mines Saint-Étienne et le CREAS et Aubert et Duval. C'était une ANR qui avait été mise en place dans ce contexte-là. Alors, si maintenant on passe sur d'autres types de procédés, donc il y a beaucoup d'études qui se font sur les composites, donc par exemple composites aéronautiques, et puis on voit ici donc sur la gauche un four de cuisson de ces composites qui sont faits en différentes plaques à travers lesquelles on va imprégner de la résine, et derrière sur ces procédés on est tout à fait en mesure de faire de la caractérisation
alors pendant le process thermique, par le biais de caméras thermiques, mais on le verra par la suite, on est aussi en mesure d'instrumenter directement les éléments qui sont cuits à l'aide de fibres de verre dans lesquelles on va graver des réseaux de Bragg, et on verra que ça a aussi un intérêt puisqu'on peut suivre pendant le procédé, c'est un suivi in situ, et après on verra qu'on peut en bénéficier aussi pendant la vie de la pièce qu'on a fabriquée. Un petit exemple aussi sur le soudage, donc les procédés de soudage sont aussi intégrés dans la dimension qu'on regarde. Donc ici, on parle de soudage de matériaux thermoplastiques qui sont étudiés au niveau de l'IMT Nord-Europe avec des problématiques qui sont vraiment intrinsèques au procédé. Donc c'est un domaine important. Il faut bien maîtriser donc les sources d'énergie et d'apport d'énergie. On parle de laser, on parle de focale, on parle de caustique dans les lasers, et il y a une étude importante à avoir pour pouvoir maîtriser le process et pour pouvoir aussi le modéliser. Voilà. Donc si on passe maintenant aux aspects un petit peu plus dépôt de fil fondu, donc là c'est sur les procédés tels que le SLS. Donc sur des procédés de ce type-là, on va avoir, de la même manière que dans les procédés de fabrication additive, des soucis de cohésion entre les différentes couches. Donc on voit un exemple intéressant d'imbrication de couches à l'intérieur d'un échantillon de traction qui permet, par la réalisation de l'essai, de caractériser finalement l'adhésion entre les couches, entre deux différents types de matériaux. C'est une étude qui est faite au niveau de IMT Milales. Et puis sur la droite, ici, une plateforme technologique, qui est une plateforme d'impression 3D en grande dimension, donc par dépôt de fil fondu. Et bon, on voit la possibilité finalement de créer des maquettes, de créer de la conception, et puis éventuellement derrière de produire des prototypes. Alors on voit se profiler ici sur la manière dont le prototype a été créé, la trace et la signature du procédé, qui fait que plus les procédés de fabrication additive font des pièces massives, en quelque sorte, au plus on va être confronté à des problématiques de précision géométrique et bien sûr de rugosité de la surface qui ne peut pas ne pas apparaître au fur et à mesure que la partie déposée grossit en termes de caractéristiques dimensionnelles. Donc ces aspects-là, c'est des choses qu'il faudra regarder par la suite. Alors si on regarde un petit peu maintenant les aspects contrôle des procédés, donc des activités donc, de nos collègues de Sigma Clermont sur la partie robotique et cobotique, sur l'étude un petit peu des procédés au niveau des robots, avec différents types d'études sur la partie de rigidité, donc de contrôle des rigidités par rapport à ce qu'on peut espérer obtenir lorsqu'on va faire du perçage ou de l'ébavurage. Donc c'est un premier exemple sur la gauche. Et puis un exemple aussi de gestion des trajectoires de dépôt quand on va parler de procédé de rechargement. Alors c'est un rechargement par laser, par une torche laser TIG, ou éventuellement de construction par le procédé WAM, qui finalement est le grand frère du procédé de rechargement au sens du principe. Voilà. Donc c'est des équipes qui sont au niveau de Sigma Clermont qui vont travailler sur ce type de procédé. Ça va pas tourner. Donc je vais donner juste un très court exemple en fait sur les aspects donc des temps caractéristiques de la mesure, de la réaction et de l'apprentissage, pour voir que parfois on peut contrôler en temps réel, et puis dans certains cas de figure, c'est des choses qui se font plus progressivement, et qu'effectivement dans la production on a une évolution lente vers le régime stabilisé. Si on regarde ce qui se passe dans un perçage qu'on veut faire avec une certaine profondeur, la profondeur correcte ici elle est représentée par la ligne bleue qui va donner la bonne profondeur. Quand on réalise ce perçage dans la réalité, on a une rigidité qui vient perturber les choses, et cette rigidité elle fait qu'on rate la cible. Alors quand on représente un petit peu les choses, je ne sais pas si le pointeur marche. Non. Si. Je ne sais pas s'il pointe quelque chose. Bon, c'est pas très grave. Donc sur la gauche, on voit en fait ce qui s'est passé sur le premier coup. On a une consigne de déplacement, et le déplacement a été raté à cause de la rigidité. Si je refais un autre essai et que je me déplace un petit peu plus loin, on voit que je peux rattraper les choses, mais en attendant, j'ai raté la profondeur du trou sur la première pièce. Donc je vais créer un rebut. Donc ce qu'il faut faire, c'est apprendre à la machine à réagir en temps réel en créant ce qu'on appelle une demande. Et cette demande, c'est la consigne que je vais venir modifier par une proportionnelle digitale que je vais multiplier par la différence entre la mesure et l'erreur. Donc quand j'ai un capteur qui mesure le déplacement ou la force, je peux faire cette correction en temps réel. Et cette correction en temps réel, elle nécessite quand même un petit apprentissage qui est le réglage de ce qu'on appelle la proportionnelle en quelque sorte digitale. Donc il y a un apprentissage, mais après, le système est capable de réagir en temps réel. Alors si je peux mesurer la force et le déplacement, je peux aussi assez simplement faire un petit modèle très simple. La rigidité, c'est F égale KX, je le schématise un petit peu, mais cette rigidité, elle me permet aussi
souci, par exemple, de construire une nouvelle demande qui est la consigne plus F sur K. Et là, je vais corriger le déplacement en ayant en tête qu'il y a un modèle et il faut régler ce modèle avec la valeur de la rigidité du système. Il y a toujours un paramètre à rajouter. Je dois fixer ce paramètre, soit en le mesurant, soit en le calculant. Et puis, de manière un petit peu ultime, je peux créer aussi un jumeau numérique du système qui fait que je comprends tout ce qu'il y a dans le système et qui crée sa rigidité. Et à ce moment-là, je suis en mesure de corriger sans paramètre. Par contre, on comprend que la taille du modèle qui est impliquée ici fait que la réactivité en temps réel est plus problématique, mais on peut créer de l'apprentissage et on peut contrôler l'ensemble. Donc on voit les différents niveaux de temps de réaction qu'on peut avoir, de précision de la modélisation qu'on peut avoir. Il faut trouver une sorte de compromis pour pouvoir percer exactement le trou à la bonne profondeur et ne pas avoir de déviation dans le procédé. Voilà, pour résumer rapidement, donc les temps caractéristiques de la mesure, de la réaction et de l'apprentissage, ils sont complètement antinomiques. Si je veux faire apprendre au système, ça va me prendre un petit peu du temps. Et on le voit, si j'ai une mesure de déplacement, une mesure de force, c'est des capteurs qui sont assez explicites. Le déplacement, c'est trop loin ou pas assez loin. La force, c'est trop fort ou pas assez fort. Si par contre, c'est une caméra qui prend une photo, il faut que j'interprète la signification de cette photo et que je sois en mesure de la faire apprendre au système qui, après, va savoir réagir comme il faut par rapport à la signature que je lis sur cette photo. Donc on voit qu'on a des données qui vont être massives, bien entendu, puisqu'on va émettre parfois des photos toutes les secondes. Il va falloir les stocker, il va falloir les gérer, les transférer et derrière les interpréter et faire apprendre au système la manière dont il faut réagir quand il a une signature d'un procédé. Donc de capteurs simples à des capteurs qui sont un petit peu plus complexes ou un petit peu plus massifs en termes de données, ça vous donne un petit peu une idée de la problématique qui est derrière finalement cette problématique de temps caractéristique. Voilà. Donc si je transfère ça un petit peu sur l'ensemble d'autres procédés. Je vais quand même faire un petit peu un passage sur la partie fabrication additive. Donc ici, on a des études qui sont réalisées donc, sur le procédé WAM. Alors c'est un petit peu plus large que Mines Saint-Étienne, mais en l'occurrence, ici, on a une plateforme donc, qui vient d'arriver et d'être réceptionnée, qui nous permet de fabriquer des pièces, comme on voit ici, de démonstration, qui sont des pièces qui sont métriques dans la taille, avec bien sûr des précisions géométriques de la surface qui sont un petit peu plus faibles que ce qu'on pourrait rencontrer dans les procédés de type fusion laser, lit de poudre, mais derrière, ce principe permet de faire des dépôts de cordons et de matière avec des taux de construction, c'est-à-dire des rapidités de construction et des taux de dépôt qui sont bien plus élevés que dans les process classiques. Alors j'ai donné cet exemple qui n'est pas un exemple de WAM ici, mais qui est intéressant puisque c'est un exemple qui montre que quand on crée des pièces complexes, il faut savoir aussi les packager pour pouvoir les envoyer ou les expédier. Et donc c'est un exemple intéressant donc, au niveau du CIRTES à Saint-Dié, donc à l'INSIC, voilà, d'un développement donc chez Claude Barlier, d'un procédé qui permet, par de la stratoconception, de construire des packagings assez complexes de pièces géométriques et derrière de les expédier de manière complètement protégée. Voilà, donc on voit qu'il y a un besoin de données en continu sur les procédés en fabrication additive et il y a un besoin de stockage sur les systèmes de fusion laser lit de poudre ou de WAM. On va stocker toutes les données de tous les cordons qui sont déposés. Donc on imagine que ça va faire pas mal de choses qu'il faut interpréter, qu'il faut savoir comment utiliser. Si je continue maintenant, j'évoque un petit peu la fusion laser lit de poudre qui était, je dirais, l'un des premiers procédés qui a été fait sur les métaux ou sur les composites polymères. Il y a eu aussi ce type-là. Donc avec la plateforme de fabrication additive, donc Mimosa au niveau de Mines Albi, d'IMT Mines Albi. Des études aussi, alors un petit peu plus larges que les caractéristiques des matériaux, même si c'est important, des études sur l'efficacité sanitaire qui montrent qu'en fonction de la taille des poudres, on va avoir des choses plus ou moins dangereuses, que les poudres nano sont dangereuses, pénètrent moins facilement dans la physiologie, mais par contre, dans certains cas de figure, elles peuvent s'agréger et puis générer des choses qui sont un petit peu problématiques du point de vue de la santé. Donc voilà, c'est des études qui sont menées au niveau du centre CIS de Mines Saint-Étienne. Un exemple donc, du procédé qui consiste finalement à venir déposer des lits de poudre successifs et puis de venir fusionner la matière de manière à construire. Donc on voit un exemple ici, par exemple, une aube une aube de soufflant, pardon, une aube dans la partie tiède des moteurs, des compresseurs de moteurs, avec la possibilité de contrôler les conditions de manière à faire des structures granulaires, donc on rentre un petit peu dans le domaine des matériaux, qui vont être isotropes dans le bas de l'aube et qui vont être colonnaires dans le haut et
qui fit bien avec ce qu'on attend en termes de spécification. Donc là, il y a une maîtrise du procédé qui permet vraiment de contrôler la microstructure avec les conditions du procédé. C'est des études qui sont réalisées au CEMAT, donc à Mines ParisTech. Voilà. Si maintenant j'arrive donc sur le dernier exemple qu'on souhaitait donner, donc sur l'élaboration donc de céramique, alors un exemple qui est intéressant. Ici, on a une étude donc faite au niveau de l'IMT Atlantique où on va concevoir en fait un four micro-ondes par de la fabrication additive. Donc voilà, on mixe un peu les procédés entre eux. Donc j'en donnerai un petit exemple par la suite et on voit que les cuissons micro-ondes donc permettent pour différentes raisons pratiques de s'assurer de la sobriété énergétique, de cibler la manière dont on va chauffer les choses, donc essayer de perdre le moins possible d'énergie au moment du chauffage et d'obtenir dans le cas de chauffage notamment des pièces en céramique des homogénéités qui sont plus grandes avec des temps de cycle qui normalement doivent pouvoir être plus courts. Et je donne un exemple aussi ici donc d'un four micro-ondes qui est utilisé à Mines Saint-Étienne pour faire de la cuisson et de la densification d'alumine avec des temps de cycle qui sont assez courts du fait de la grande pénétration et de la très faible, de la forte permittivité finalement des matériaux céramiques aux micro-ondes en général, alors par rapport aux métaux bien sûr qui eux sont très peu perméables à ces micro-ondes. Voilà, donc j'ai donné une petite description avec, je dirais, de manière non exhaustive des procédés qu'on peut vouloir utiliser. Ces procédés, il faut les contrôler. Alors je donne un petit tableau récapitulatif de ce qui peut se passer dans le contrôle. Sur la base d'un procédé, ici c'est un four tournant pour pouvoir traiter de la poudre en termes thermiques et chimiques. Sur ce four tournant, je vais pouvoir mettre des capteurs qui vont me fournir des observateurs, donc une photo avec une analyse d'image de la donnée que je veux obtenir, par exemple une taille de particules. Cette analyse d'image va pouvoir me fournir un flux d'informations et ce flux d'informations va nourrir un modèle numérique qu'on appelle le jumeau numérique. Et ce jumeau numérique, par apprentissage, est capable de renvoyer finalement une consigne en rétroaction de manière à pouvoir contrôler le procédé. Je ne rentre pas dans le détail, mais on voit qu'au plus on met de capteurs et au plus les capteurs réagissent vite, au plus je peux stabiliser finalement la courbe de fonctionnement et au plus je peux pousser vers le haut le fonctionnement du système en termes de débit ou autres avantages qu'on peut trouver à aller un petit peu plus vite sur la production. Voilà. Donc des exemples qu'on peut donner de ce type d'études au niveau donc, des écoles de l'IMT, donc de l'équipement. Alors je reviens sur le procédé de fabrication donc, des composites aéronautiques. Et ici, on vient mettre des fibres à réseau de Bragg qu'on insère à l'intérieur des plis. Et ces fibres sont soit dans le sens longitudinal, soit dans le sens transverse par rapport aux plis. Pour ceux qui savent, on met en général des plis qui sont croisés à 90 degrés ou à 45 dans la construction des couches polymères. Et pendant qu'on fait la cuisson, on va pouvoir suivre par sollicitation des réseaux de Bragg, on va pouvoir suivre finalement en fonction de la température la manière dont les fibres vont s'allonger, donc les effets de déformation en devant bien sûr compenser les effets thermiques et les effets de la pression qui vont aussi affecter les réseaux de Bragg. Donc voilà, c'est un exemple d'études qui sont menées au niveau de l'IMT Minalbi, l'Institut Clément Ader. Si on regarde, si on pousse un peu plus loin, tant qu'on profite d'avoir mis un capteur pendant le procédé pour pouvoir contrôler la cuisson, il est intéressant de continuer à l'utiliser s'il n'a pas été dégradé. Et à ce moment-là, c'est ce qui est fait donc, sur le bateau Alfred Merlin dans le cadre du projet Nessie entre les mines d'Albi et les mines d'Alès, IMT Minalbi et IMT Minalès, où on a équipé finalement des parties du bateau avec ces fibres au moment de la fabrication des tôles navales et on est capable de donner les niveaux de contrainte et de déformation dans les différentes parties du bateau, c'est-à-dire de faire un suivi pendant la durée en service de ce qui se passe dans la coque du bateau. Si on regarde maintenant donc, un domaine un petit peu différent, mais qui est aussi un domaine qui va avec le contrôle et la simulation, donc c'est ces activités qui se passent dans le cadre du LabCom, donc DIOTA ICA, donc DIOTA est une société, ICA, donc l'Institut Clément Ader, où on va faire de la réalité augmentée pour faire de l'étude de systèmes une fois qu'ils ont été créés. Donc ce dispositif et les outils vont permettre, sur la base d'un plan CAO et de photos prises du système qui est en cours de construction, de dire si on vérifie bien la présence des différents systèmes, mais sur la base d'un apprentissage fait sur la CAO en fait, du système et sur les photos qu'il faut analyser
visualiser, dont il faut traiter les textures, dont il faut traiter les couleurs. Et à ce moment-là, ça donne une très bonne assistance pour la vérification et la spécification de tous les systèmes qu'on peut construire. Et puis ici, un exemple d'une assistance pour les opérateurs quand il faut aller intervenir sur des systèmes assez complexes. On voit ce type de système complexe. On a une vision CAO complète du système à voir. Ici, une pièce sur laquelle il faut intervenir, et avec une simple photo, on a une assistance qui va nous dire où est la pièce sur laquelle il faut intervenir, dans quelle position il faut être pour pouvoir intervenir dessus, et de quelle manière on peut intervenir. Donc c'est vraiment un outil finalement de visualisation avec de la réalité augmentée qui va pouvoir permettre une aide et une assistance pour la mise en œuvre des procédés. Voilà. Et puis je termine par cet exemple sur la partie des suivis de procédés de cristallisation. Donc je reviens un petit peu sur le premier procédé qui avait été présenté. Et là, donc, c'est un projet qui est commun entre IMT Mines Albi et IMT Saint-Étienne, Mines Saint-Étienne IMT, et aussi le centre, le CTP donc, de Mines Paris, sur de l'instrumentation d'un cristallisoire avec différents capteurs qui sont équipés en microscopie, en mesure de granulométrie, en composition par de la spectroscopie Raman, et puis en émission acoustique pour détecter en fait, les bruits qui correspondent au fait que la réaction a lieu ou la réaction est terminée. Donc on va pouvoir faire un contrôle de l'état d'avancement de la réaction en cours du procédé. On va pouvoir analyser la cinétique de cristallisation et prédire la saturation de la réaction, c'est-à-dire le fait que le réacteur a fait son travail et qu'on peut arrêter cette réaction. Donc ça, c'est basé sur le fait qu'on va s'appuyer donc sur deux modèles qu'on va coupler ensemble. Un modèle par apprentissage sur les capteurs et le contrôle et régulation qu'on va faire du process, et puis un modèle qui est un modèle multiphysique, dont je vais parler par la suite. Et ce modèle multiphysique échange avec le modèle par apprentissage pour créer finalement cet outil d'aide à la décision qui va nous permettre de dire comment se passe la réaction, quand est-ce qu'il faut l'arrêter, ou est-ce qu'il faut finalement tout stopper parce que les choses ne fonctionnent pas bien. J'en arrive maintenant, j'espère que je suis à peu près dans les temps, j'en arrive maintenant à une partie donc, qui est un petit peu plus spécifique sur les modèles multiphysiques, mais on l'a vu, les modèles multiphysiques qui sont finalement une partie principale de la partie contrôle des procédés. Donc, d'un point de vue plus général, il y a aussi beaucoup de gens qui font de la modélisation multiphysique pour comprendre le procédé sans intention première de faire du contrôle, mais au final, la compréhension va nous permettre derrière de mieux appréhender le procédé. Donc j'ai donné quelques exemples. Et dans ces modélisations, on a différents besoins. Alors il y a différents éléments, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a beaucoup de gens qui font de la modélisation, donc j'essaye d'être synthétique. Donc la première chose, c'est effectivement une connaissance précise des propriétés physiques des matériaux. Donc c'est quelque chose qui est assez connexe avec matériaux de performance. Donc deux exemples de travaux sur des sujets assez similaires entre IMT Nord-Europe et ici IMT Mines Saint-Étienne IMT, donc sur la chaire Excel donc, qui regardait de l'infusion de composites de résine dans les composites RTM, et puis un travail assez similaire au niveau du projet JC, donc MISA, au niveau Nord-Europe, avec Modessar Chakour. Voilà. Donc le principe, c'est que la résine va diffuser à travers les fibres, et on voit que cette résine va interagir avec les fibres avec des problématiques en fait, de connaissance de la mouillabilité de ces fibres par la résine. Et donc ici, j'ai représenté quelques travaux qui ont été faits à Mines Saint-Étienne sur des aspects de mesure de mouillabilité par peser en fait, des ménisques de résine quand on fait des tractions. Donc c'est des mesures assez précises, mais qui permettent de mesurer la mouillabilité et après de l'intégrer dans un modèle pour pouvoir comprendre la manière dont on va imprégner finalement les fibres au moment de l'imprégnation. Si on regarde maintenant un petit peu sur des sujets qu'on a regardés précédemment en termes de procédés laser, on l'avait évoqué, la connaissance de la source d'énergie est très importante, et cette source d'énergie, donc pour les lasers, elle se caractérise donc par une caustique, par des tailles de spot, par des longueurs de Rayleigh et par des positions en fait, de la focale. Et donc sur cet exemple, traité sur le soudage entre deux matériaux polymères, dont l'un est transparent au laser, on voit que la position optimale est de mettre la position focale à l'endroit
on veut créer le plus d'énergie, et la modélisation le montre très bien. L'efficacité finalement du soudage s'en retrouve augmentée quand on maîtrise bien la source. De la même manière, si on fait de la fusion lit-poudre, on a représenté de manière très basique un cordon unique qui est baigné dans de la poudre avec des propriétés matériaux qui sont données là. Et si on représente la source d'énergie en termes de densité, donc ici c'est un faisceau gaussien, à ce moment-là, on est plus à même de caractériser les effets thermiques de la comète thermique, qui va être un petit peu isolée par les effets d'isolation thermique liés à la poudre, et derrière des effets thermiques dans la profondeur du matériau. C'est des travaux qui sont menés donc à Mines Saint-Étienne. Si maintenant, un petit peu plus loin, donc la partie de simulation doit aussi permettre de bien décrire les écoulements, alors que ces écoulements soient liquides ou granulaires. Donc ici, j'ai donné quelques exemples. Donc, des écoulements donc, de polymères fondus qu'on va passer dans une extrudeuse pour pouvoir créer du fil fondu. Donc la thermique est très importante pour maîtriser les efforts en fait, d'extrusion de ce fil et maîtriser la stabilité du process au moment où je crée ce fil. Ce fil, après, peut être utilisé pour le procédé FDM, par exemple. Ici, un exemple donc, de modèle sur du mélange de deux liquides entre eux. Donc là, c'est de la gestion en fait, de la mécanique des fluides diphasiques, donc des exemples sur des réacteurs en globalité. Et puis ici, un exemple plutôt sur de la poudre, où on voit qu'il faut traiter à la fois le mouvement de la poudre, la diffusion de la chaleur à travers la poudre. Et donc, on fait appel à des simulations couplées DEM, CFD, et puis du transfert thermique. C'est des travaux qui sont menés à Mines Saint-Étienne. Le premier exemple était des travaux menés à IMT Minales. Voilà. Et puis donc, de manière un petit peu plus complète, donc nos collègues du CEMEF font aussi des études, donc ça prolonge un petit peu ce que je présentais, c'est assez complémentaire sur le procédé de fusion laser lit de poudre, où on voit ici une approche assez précise du champ thermique autour de la zone qui est visée par le laser dans le lit de poudre, et on peut même aller jusqu'à décrire ce qu'on appelle les phénomènes de keyhole en fabrication, enfin en soudage ou en fabrication laser lit de poudre, qui permettent en fait de mettre en œuvre des fabrications de matériaux qui ne sont pas faciles à fabriquer par des régimes classiques. Voilà. Donc ici, on a une description assez complète en termes des écoulements, de zones fondues, de la modélisation matériaux aussi, et puis derrière des contraintes résiduelles qu'on va pouvoir retrouver. On voit ici donc ce qui se passe aussi au niveau du procédé WAM. Donc on a une autre échelle. Ici, on a une échelle de quelques dizaines de microns. Et ici, on va être à une échelle de l'ordre du centimètre. Donc, on va venir déposer par WAM le fil fondu. Et de la même manière, donc on peut faire de la modélisation sur ces procédés de manière à voir de quelle sorte les contraintes résiduelles vont pouvoir se former et puis les défauts qu'on va pouvoir créer si l'arc n'est pas opéré correctement. Je vais terminer par cet exemple, donc, qui est un exemple un petit peu général, donc, qui est une activité menée au niveau de IMT Atlantique avec une sorte de cheminement global entre la création d'un modèle, c'est bizarre, il manque des choses, voilà, entre la création d'un modèle donc, pour l'exemple du four à micro-ondes qui était présenté précédemment. Donc on a une spécification en termes de bande passante. On va avoir une analyse d'un modèle comportemental d'une cavité type qui va nous permettre d'itérer de manière à ce que, quand on la complète avec des modèles donc électromagnétiques, de comportement électromagnétique des différentes cavités envisagées, on soit en mesure donc de créer directement par impression 3D de type SLM un prototype et puis derrière d'analyser ce prototype, mais en faisant une sorte de boucle sur la conception dans la mesure où on a besoin de précision géométrique assez élevée et on a besoin aussi d'états de surface assez précis de manière à ce que le guide d'onde puisse fonctionner dans les bonnes conditions, sachant qu'il n'est pas facile de venir réusiner en fait la pièce par l'intérieur. Donc là, c'est un exemple intéressant où on a une optimisation multicritère, mais qui se fait par le biais d'un enchaînement de modèles et qui nous permet d'aboutir finalement à une cavité micro-ondes qui est optimisée, qui permet derrière de faire des traitements thermiques divers. Voilà, j'en ai
terminé pour l'ensemble des exemples que je voulais présenter. Je vais juste terminer en concluant. Donc on voit qu'on a un éventail assez large des procédés, des thématiques donc, qui sont traités dans les écoles de l'IMT. Donc c'est motivé par la demande industrielle. Je m'excuse d'avance, j'ai peut-être pas mis tous les industriels avec qui on travaille. Ce n'était pas l'objectif, mais c'était déjà de voir qu'on a quand même beaucoup de collaboration dans ce contexte-là. On a des thématiques scientifiques et des communautés qui sont assez variées, mais bon, finalement, qui se réunissent bien et qui arrivent aussi à voir les communautés scientifiques qui sont, je dirais, connexes, hein, dont matériaux de performance que j'ai évoqués, mais aussi IA et ENR2. On a bien sûr beaucoup de partenariats avec les acteurs académiques nationaux et internationaux. Alors je ne les ai pas tous cités, mais il y a beaucoup de labos universitaires et de labos dans les écoles d'ingénieurs. Et puis après, plus largement, au niveau international. Puis bien sûr, on est soutenu dans nos recherches donc par les tutelles, hein, Minefi, Mesri. Et puis j'ai cité aussi des structurations qui sont très importantes au niveau régional, au niveau national. Elles ont été évoquées précédemment. Et puis, pour dire qu'il y a aussi beaucoup de projets donc, qui se construisent. Donc je ne vais pas tous les évoquer, mais on voit qu'on participe tous au niveau des écoles de l'Institut Mines Télécom dans les PEPR, dans l'initiative PEPR, et notamment dans le domaine des procédés, voilà, qui montre la dynamique qu'il peut y avoir autour de cette communauté scientifique. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je laisse la conclusion voilà, sur l'ensemble de tout ce qui a été dit, avec des aspects à la fois sur la disciplinarité, sur les outils expérimentaux numériques, la notion de jumeaux numériques qui a été évoquée assez souvent, la notion donc, de contrôle avec des temps caractéristiques variables, et puis les aspects aussi de données massives et de gestion en fait, de ces données massives. Donc on a le temps pour une ou deux questions. Je précise une règle qui sera vraie pour toute la durée de la journée. Lorsqu'il y a des questions, il y a une priorité aux trois rapporteurs, donc Claire Agyeman, Louisa Silva et Sébastien Deveau. Et ensuite peuvent venir les questions des autres. Donc avons-nous des questions? Donc Claire. Je vais me permettre d'utiliser ma priorité. Merci Christophe pour ce panorama très intéressant. Au niveau de l'optimisation multicritères, si j'ai bien compris, ce sont surtout des critères techniques que vous utilisez. Ou est-ce que vous utilisez aussi des critères de développement durable, circularité? Donc, oui, ça reste assez large. Après, tout le monde ne peut pas tout couvrir, mais ça reste assez large. On a d'abord la notion de critères techniques au sens de la spécification qu'on a sur le composant qu'on souhaite, mais de manière générale, il y a un procédé qui va pour produire dans ces composants, et ce procédé, il a aussi des, il a des conditions et des spécifications, notamment par rapport au développement durable. Alors, j'ai parlé donc de sobriété en termes de ressources, j'ai parlé de type d'éléments d'approvisionnement, mais il y a aussi une dimension sociétale plus large sur la partie efficacité sanitaire. J'ai évoqué, voilà, quand on a commencé à faire de manière un petit peu plus large la fabrication additive, donc des procédés poudres, voilà, on s'est posé la question aussi de savoir quelle était la nocivité de ces poudres. J'ai évoqué des travaux au CEA aussi sur ces aspects-là, des travaux à Mines Saint-Étienne, c'est des choses qui se font un petit peu en commun sur la dangerosité de ces poudres, elles le sont-elles, dans quelle mesure elles le sont, et finalement, quelles sont les recommandations qu'on pourrait faire par rapport à l'utilisation pour les opérateurs et les ingénieurs sur les machines. C'est un exemple, voilà, ça reste assez large, effectivement. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Merci Christophe. Moi j'avais une question par rapport à l'IA et aussi à la réalité augmentée que vous avez bien décrit et appliqué au procédé d'assemblage. En fait, vous avez parlé beaucoup des collaborations centre et mine. Finalement, moi je voulais savoir en fait si c'est des choses qui sont vues sur l'ensemble IMT aussi avec les collègues de Télécom. Parce que c'est quand même un axe, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est quand même un axe fort, je pense, de recherche chez eux. Oui, tout à fait. Alors, l'exemple qui avait été donné était plutôt sur IMT Minalbi, mais de manière globale, et c'est en relation avec le dernier exemple que j'ai donné sur IMT Atlantique, sur l'aspect de la conception de la cavité. Là, on a aussi une partie qui n'a pas été présentée, mais réalité augmentée qui est associée. Effectivement, c'est plus large que... on est bien d'accord, c'est aussi les écoles télécom, bien entendu aussi. Alors, effectivement, je n'ai pas d'exemple précis, je n'ai pas présenté d'exemple précis, mais bien sûr, c'est quand même plus large. À nous, effectivement, quand même, de fédérer toutes les communautés, toutes les équipes. À l'heure actuelle, peut-être qu'il faut élargir un peu le nombre d'équipes qu'on a dans la communauté, c'est tout à fait vrai. Ouais. C'est un des enjeux de ces communautés nationales de créer des liens, et c'est working progress, comment dire. Bon, je vais